Une dernière question. On a parlé de sciences écologiques au sens large, de sciences climatiques. On a un petit peu parlé de sciences humaines et sociales. Comment est-ce que ces sciences humaines et sociales nous éclairent sur les valeurs sur lesquelles on doit appuyer? Comment est-ce qu'on est en capacité d'aller solliciter des choses chez des gens qui va permettre de prendre en compte tout ce qu'on a pu se dire pendant cette heure et demie maintenant d'échange? Oui, ça fait partie pour moi des choses qui ont été les plus inspirantes dans le travail qu'on a fait sur les rapports du GIEC, qui était justement, qui s'appuyait sur les connaissances de plein de disciplines différentes. Et par exemple, sur la partie purement physique du climat, on a travaillé avec un historien des sciences. Mais on a aussi réfléchi aux valeurs sous-jacentes à la production de l'information climatique, sa mise à disposition. Parce qu'en fait, il y a des valeurs qui peuvent être sous-jacentes. Je donne un exemple. Nous, on travaille à produire des services climatiques, c'est-à-dire une information utile pour vous, dans votre secteur d'activité, à l'endroit où vous vivez. Mais pour qui on le fait? Est-ce qu'on le fait pour les plus fragiles, les personnes marginalisées, ou est-ce qu'on le fait pour les entreprises qui ont le plus de moyens d'agir par rapport au changement climatique? Et de la même manière, quand on travaille notamment, par exemple, sur les événements extrêmes à fort impact, la plupart des études, c'est dans les pays riches. Parce que on a moins de capacité dans les pays les plus pauvres, on n'a parfois pas accès aux données climatiques d'observation, pas suffisamment vite. Et donc c'est aussi des questions éthiques en fait. Qu'est-ce qu'on choisit d'étudier, où, pour qui? Et on a besoin d'être lucide et de le regarder vraiment frontalement. Donc, quand on avait échangé pour préparer cette soirée, j'avais fait référence à des travaux qui m'ont beaucoup intéressé de psychologie environnementale, donc psychologie individuelle mais aussi collective. Et le fait que finalement tout ce qu'on raconte nous comme scientifiques, tout ce qu'on essaye de faire sur des transformations collectives, ça passe au travers de filtres de valeurs. Et donc là, je fais référence aux travaux d'une néerlandaise, Linda Steg, qui avait fait une revue sur ces questions-là et qui identifiait 4 grands types de valeurs. Première valeur, égoïsme. Est-ce que je suis concernée ou pas, moi? Il y a une prise de conscience des enjeux climatiques comme des risques, moins sur l'érosion de la biodiversité, par exemple. Donc l'égoïsme, ça peut être un levier d'action. Je suis concernée, je suis inquiet, j'ai envie d'agir, mais ça peut être aussi un frein. Les actions qu'on me propose pour le climat heurtent, moi, ce que j'ai envie de faire, et je n'ai pas envie de les mobiliser, c'est aux autres à agir. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième grand type de valeur, l'hédonisme, se faire plaisir. Alors là, c'est compliqué, parce que toute la société de consommation, elle pousse à chercher une surconsommation aussi, en jouant sur tous les leviers d'action de se faire plaisir à court terme, en évacuant finalement la responsabilité environnementale qui peut être présente. Et à l'inverse, le moment sympa qu'on passe ensemble ce soir, c'est aussi le plaisir d'être ensemble. Pour certains qui s'engagent, le plaisir d'agir ensemble. Et donc ça peut être dans certains cas un frein, une contradiction, mais ça peut être aussi une motivation à agir, une fierté à agir. Donc ça peut jouer dans les deux sens. Troisième grande valeur, c'était le côté altruisme. C'est-à-dire, moi, je fais attention aux autres. Ça joue aussi sur l'empathie. Je me sens concernée. Il y a la moitié de la population mondiale dans des contextes hautement vulnérables. Je me sens concernée. Je suis attentif aux plus vulnérables. Je suis attentif aux générations futures. J'ai envie que mon parcours professionnel ait un sens. Voilà, ça, c'est des valeurs altruistes, mais qui sont parfois plus clivantes politiquement, en termes de valeurs individuelles, en termes d'idéologie. Et puis, la dernière catégorie de valeurs, c'est l'attachement à la nature, qui est intéressant. Parce que finalement, cette valeur-là, parfois, elle transcende les étiquettes politiques habituelles, parfois les différentes formes d'humanisme ou de spiritualité qu'on peut avoir. Et c'est certainement une des valeurs qui est le plus partagée dans la société. Mais aujourd'hui, les jeunes générations urbaines, avec des loisirs numériques, sont de plus en plus hors sol, en fait. N'ont pas nécessairement un contact aussi proche de la nature que les générations d'avant, ou qu'on peut avoir quand on vit dans des milieux où on a des espaces naturels facilement accessibles. Et donc ça peut être quelque chose qui aide à agir, qui motive à agir, le patrimoine naturel qu'on veut protéger, qu'on veut transmettre. Ça peut être aussi un obstacle qu'on n'a plus de relation à la nature et que c'est une espèce de chose abstraite et pas une pratique quotidienne comme peuvent l'avoir des gens qui ont des activités en extérieur comme les agriculteurs ou les pêcheurs ou d'autres. Voilà. Et donc c'était juste en fait arriver à lire ces différentes valeurs et comprendre, quand moi je parle de climat,
que finalement pour chacun d'entre vous, ça va interférer avec plein d'autres choses, notamment celle-ci, mais d'autres, et donc que chacun va finalement digérer, intégrer parfois des éléments factuels d'une manière assez différente. Et je pense qu'un enjeu sur l'action par rapport au changement climatique, c'est finalement trouver une manière de s'adresser aux gens qui ont ces différentes valeurs et trouver une manière de le rendre accessible ou désirable, des transformations de pratiques par rapport à ces différentes valeurs. Voilà. Je pense à un angle de lecture qui est intéressant.